On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous, Guillaume Gomez. Bonsoir. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron m'ont invité à cuisiner pendant 25 ans pour 4 présidents avant de devenir le tout premier ambassadeur de la gastronomie française. Pour préparer mon échange avec Guillaume Gomez, j'ai commencé à le suivre sur les réseaux sociaux où il partage la plupart de ses déplacements. Et j'ai vite réalisé qu'il ne serait pas facile à suivre, justement. Des couloirs de l'Élysée aux allées des salons de l'alimentation, tantôt juré d'un concours de cuisine ou parrain d'une association, il parcourt la France et le monde pour défendre partout les savoir-faire des artisans du goût. Dans cet épisode, enregistré il y a quelques mois en public, Guillaume nous raconte son parcours, de la Seine-Saint-Denis où il a grandi aux coulisses du pouvoir qu'il côtoie aujourd'hui, et nous parle aussi de son engagement pour une meilleure alimentation de la graine à l'assiette, et tout particulièrement celle de nos enfants. Voici donc la recette de Guillaume Gomez. Guillaume Gomez, vous êtes un artisan du goût et de l'excellence, tant de fois récompensé pour votre savoir-faire. Vous êtes aussi un chef de chef d'État, puisque vous avez passé 25 ans dans les cuisines de l'Élysée. Enfin, Guillaume, vous êtes un pionnier. Vous avez été le plus jeune cuisinier à décrocher le titre de meilleur ouvrier de France à l'âge de 25 ans, et aujourd'hui, vous êtes le tout premier à occuper le poste d'ambassadeur de la gastronomie française. Désormais, vous fédérez les artisans, les chefs, les pionniers de notre alimentation. Alors Guillaume Gomez, première question, pourriez-vous pour commencer nous en dire un petit peu plus sur votre mission ? Oui, commençons par la fin, donc la mission, celle d'aujourd'hui. Donc j'ai été nommé il y a un peu moins de 4 ans ambassadeur de France pour la gastronomie, donc c'est un rôle d'ambassadeur thématique. En France, nous avons dans notre grand corps de la diplomatie, donc au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères, des ambassadeurs thématiques qui représentent la France sur les grandes thématiques. Il peut y avoir la santé, les pôles, le numérique, le sport, notamment pour citer que. Et moi, je suis en charge de la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires. Donc quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon rôle est aujourd'hui d'aller à l'international, porter la belle parole de la France sur des enjeux alimentaires, gastronomique, économique bien sûr, culturelle aussi, puisque l'alimentation et la gastronomie font partie de notre culture, et d'aller rencontrer celles et ceux qui, pour des raisons diverses et variées, sont intéressés par l'alimentation, le modèle alimentaire français ou la gastronomie. Et bien sûr, la France est encore aujourd'hui la première destination touristique au monde. Pour qu'il y ait cette attractivité, il faut qu'il y ait du rayonnement. Donc mon rôle est d'aller défendre et faire la promotion de tous les acteurs de l'alimentation, de la gastronomie. Et comme je vous l'ai dit, ça va du travail des sols, de nos agriculteurs, bien sûr, de nos producteurs, de nos éleveurs, de nos pêcheurs, de nos chasseurs, de tout ce qui concerne l'alimentation, nos transformateurs, donc tous les artisans des métiers de bouche, les distributeurs, puisque si on a cette gastronomie française qui peut rayonner à travers le monde, c'est aussi parce qu'on a, en plus de la meilleure agriculture du monde, le meilleur réseau de distribution au monde. Et puis ensuite des sujets aussi variés que l'éducation à l'alimentation, on en reparlera sûrement, mais aujourd'hui j'anime pour le président une coalition mondiale des cantines où 70 pays se sont rassemblés
rassemblés pour dire comment nourrir 500 millions d'enfants en 2030. Donc voilà rapidement la mission qu'est la mienne en tant qu'ambassadeur, et le président avait peur que je m'ennuie sûrement. Il m'a nommé en plus son représentant personnel, donc j'étais son seul représentant personnel, nous sommes 2 aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian pour le Liban et Aloula, et moi pour les questions d'alimentation. Donc je suis son représentant auprès de tous les acteurs de la gastronomie sur le territoire en France, et c'est ce qui m'amène à rencontrer bon nombre de producteurs bien évidemment, d'artisans, mais également d'élus, puisque le sujet de la restauration collective, qui est un sujet important, qui est aujourd'hui notre premier débouché, notamment pour nos producteurs et nos agriculteurs, nos premiers enjeux sont de convaincre les élus de pouvoir remettre au cœur de l'alimentation des citoyens dont ils ont la charge cette alimentation durable. Alors on va y revenir, justement, n'en dites pas trop. Mais d'abord, j'aimerais en savoir plus sur vous, sur votre histoire, sur votre parcours. Où avez-vous grandi, Guillaume Gomez? À quoi ressemblaient les plats de votre enfance? Et comment est née cette idée de faire de la cuisine votre métier? J'ai eu beaucoup de chance. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que très tôt, j'ai su que je voulais faire cuisinier. Pourquoi? Je ne me l'explique pas, parce que quand je vous dis très tôt, c'est très tôt. J'ai une photo où je dois avoir 3 ans, je suis en maternelle, on doit se déguiser pour la fête de l'école dans le métier qu'on veut faire plus tard, au milieu des pompiers, des princesses et des cow-boys, je suis un cuisinier. Quand j'ai demandé à mes parents pourquoi, ils nous ont toujours dit que tu voulais être cuisinier, on t'a déguisé en cuisinier, et puis c'est vrai que c'est resté. Et j'ai eu la chance surtout d'avoir des parents qui me suivent, parce que j'ai commencé ce métier, ça se voit pas, je suis très jeune parce qu'il y a de l'éclairage, mais j'ai commencé ce métier il y a plus de 30 ans, où ce n'est pas aussi à la mode que maintenant. J'avais des résultats scolaires corrects. Je n'étais pas le meilleur de ma classe, mais j'avais des bons résultats scolaires. Et mon professeur de mathématiques à l'époque, je lui fais de la pub depuis 30 ans, monsieur Tornadi Joe, je dis bien son nom, qui était mon prof principal et qui était mon prof de mathématiques, où j'avais des bons résultats, convoque mes parents pour leur dire, vous vous rendez compte, vous envoyez votre fils faire de la cuisine alors qu'il peut faire un vrai métier. Puisque c'est comme ça qu'on considérait les cuisiniers, et c'était si t'es pas bon à l'école, tu feras cuisinier ou serveur. Et donc je me retrouve très rapidement dans un univers, c'est vrai, avec des professeurs un petit peu désabusés, pourtant extrêmement motivés, qui s'occupent de jeunes. Dans la classe, nous sommes en début de BEP première année, 80. Pour finir à un peu moins de 30 en deuxième année. Et j'ai des professeurs qui, face à moi, ont depuis toujours un public qui subit son métier, qui, force de motivation grâce à ces professeurs, finissent pour certains par l'aimer, bien évidemment. Donc moi, j'ai eu cette chance de, 1, savoir très tôt ce que je voulais faire, 2, que mes parents me soutiennent dans le choix qui a été le mien, et 3, de rencontrer après des femmes, des hommes, des professeurs, on en parlera, un patron d'apprentissage qui non seulement, au-delà de m'apprendre le métier et de me transmettre cette passion du métier, m'ont soutenu dans mes choix et ont fait confiance dans les choix qui étaient les miens. Alors pour répondre à la question qui n'était pas celle-ci, mon enfance, moi je viens du 93, alors c'est pas grave, hein, vous avez sûrement entendu parler du 93, ben c'est comme ça, mes parents étaient brocanteurs, donc c'est vrai qu'on n'allait jamais au restaurant, pizzeria peut-être quand on est sur le coin de la route, quand on était en train de faire des foires, des marchés, puisque mes vacances, les week-ends, c'était les marchés aux puces et les foires. Les plats de mon enfance, quand je parle avec mes copains chefs ou quand je lis leurs interviews, quand je les vois, ils ont toujours une grand-mère qui faisait des bons gâteaux, des bons petits plats. Moi, j'avais 2 grand-mères, une qui habitait à Porte de Montreuil et l'autre qui vivait en Espagne. Gomez, vous l'avez compris, c'est espagnol. Les 2 étaient, paix à leur âme, elles sont parties depuis longtemps, pas de mauvaises cuisinières. Je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus de mauvais cuisiniers, mais c'est-à-dire que j'ai pas un souvenir d'une grand-mère qui m'accueille, ça sent bon dans la cuisine. Ça n'existait pas. Donc c'est pas ça qui a fait que je me suis dirigé vers la cuisine. Ou c'est peut-être ça justement qui a fait que je me suis dirigé vers la cuisine en disant non, faut que ça s'arrête. Les générations futures ne doivent plus connaître ça. Alors il y avait de l'amour, mais il n'y avait pas des bons petits plats. Et je me souviens d'ailleurs avoir goûté pour beaucoup certains produits, certains plats en entrant dans la cuisine, même pour certains légumes frais, même pour beaucoup de choses. C'est-à-dire pas juste la truffe et le foie gras, ça bien évidemment il n'y en avait pas chez moi, mais pas seulement ça, des artichauts frais. Je n'avais pas le souvenir d'avoir mangé des artichauts frais poivrades, je veux dire, j'en avais même jamais vu de ma vie, parce qu'il n'y avait pas aussi toutes ces émissions sur la télé, il n'y avait pas toute cette documentation sur la télé, donc ça a été pour moi en plus la cuisine une vraie découverte. J'avais jamais vu de gibier, j'avais jamais vu comment on pouvait faire à manger, mes parents ont travaillé beaucoup, donc ça a été une vraie découverte et la passion est venue bien évidemment avec le temps. Vous nous l'avez dit, donc vous avez toujours voulu faire ce métier depuis tout petit. À 14 ans, donc, soutenu par vos parents, vous entrez en BEP hôtellerie-restauration et vous faites votre apprentissage. Vous avez parlé de votre maître d'apprentissage. Il s'appelait Johnny Benariac. Et donc, vous l'avez fait, cet apprentissage, au restaurant Le Traversière, dans le 12e. Qu'est-ce que vous retenez de cette période, Guillaume Gomez, de vos débuts en cuisine ? Bien évidemment, déjà, je lui dois énormément.
pour pas dire tout, mais je lui dois énormément parce que je suis aujourd'hui porte-parole des apprentis de France et c'est ce que je dis aux apprentis. L'apprentissage, on en parle aujourd'hui, une filière d'excellence. Ça l'a toujours été parce qu'il y avait des maîtres d'apprentissage, des professeurs qui étaient dévoués, qui étaient juste persuadés que transmettre, et c'est ce que font les chefs lorsqu'ils se déplacent sur des concours, quand ils prennent du temps pour aller rencontrer les jeunes ou quand ils acceptent de prendre des apprentis. C'est pas parce qu'il y a une prime à l'apprentissage que le patron va prendre un apprenti, c'est parce qu'il croit sincèrement dans ses tripes que ça fait partie de sa mission et de son métier. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui croyaient en la jeunesse, qui croyaient en effet en ce métier, en ce savoir-faire qu'il fallait transmettre parce qu'on leur avait transmis. Alors on peut reparler des conditions de travail, on peut reparler de beaucoup de choses bien évidemment, de l'univers qui existait à cette époque-là, qui est moins vrai aujourd'hui mais qui est encore là. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire. Mais c'est vrai que l'une des chances de ma vie, c'est de rencontrer Johnny Benariac. Et c'est là que vous voyez que vous vieillissez, c'est quand vous passez des examens qui n'existent plus et que vous travaillez dans des restaurants qui n'existent plus non plus. 30 ans après, le restaurant dans lequel j'ai fait mon apprentissage, il a pris sa retraite bien méritée, Johnny, et il n'existe plus. Mais je me retrouve en effet avec un patron d'apprentissage. C'est des grandes journées, on compte pas nos heures. On parle même pas d'heures dans ce métier d'ailleurs. C'est maintenant qu'on parle d'heures dans ce métier, mais à l'époque on parlait pas d'heures. Tu arrivais le matin, tu partais quand on te disait de partir. Et bon, si tu regardais ta montre, ça faisait 15-16 heures que tu étais au boulot. Mais c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Je dis pas que c'était bien, je dis pas que c'était mieux, je dis que c'est différent. Et quand les apprentis me demandent, vous l'avez dit, j'ai été le plus jeune lauréat de l'histoire dans la catégorie cuisine de meilleur ouvrier de France. J'ai été meilleur ouvrier de France à 25 ans, après 11 ans de métier. Et quand les jeunes ils me disent comment vous avez fait pour être meilleur ouvrier de France avec 11 ans de métier, je dis c'est juste que mes journées elles faisaient le double au moins des vôtres. J'ai commencé ce métier, c'était une journée de repos par semaine, pas deux. Je dis pas que c'est bien, c'est juste que quand vous travaillez pendant 15 heures, vous apprenez mieux que quand vous travaillez pendant 7h36. C'est juste mathématique en fait. Quand vous avez un environnement qui fait que vous recevez tous les produits bruts, on ne parlait pas de produits transformés, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'un restaurateur qui voulait acheter une entrecôte coupée, ça n'existait pas. Il recevait soit un train de côte, soit même un quart de bête. Donc forcément, vous apprenez à désosser, vous apprenez à découper, vous apprenez à faire les jus, les sauces, parce que personne n'achetait ses jus et ses sauces. Je ne dis pas que c'était mieux, je dis que c'était différent, et qu'aujourd'hui, quand vous avez un cuisinier qui est chez vous pendant 8 heures, parce que c'est comme ça, et c'est très bien, mais forcément, vous ne pouvez pas faire rentrer les poissons entiers, les viandes entières. Donc vous voyez, donc c'est différent. Donc moi, je regarde l'œil émerveillé d'un petit garçon, j'avais 14 ans quand je démarre ce métier, qui découvre un univers que je ne connaissais pas. Je n'avais quasiment jamais mangé au restaurant, il n'y avait pas toutes ces émissions de télé. C'est vraiment l'apprentissage avec Johnny Benariac qui m'a fait aimer ce métier. Et pourquoi je vous dis que j'ai de la chance? Parce que j'aurais pu tomber sur un fou furieux qui me dégoûte du métier. Et j'aurais pu y repartir quelques mois plus tard. Jamais une insulte, jamais une brimade, jamais un coup. Au contraire, je le voyais plus que ma propre famille. Quand je dis que c'est mon deuxième papa à l'époque, je le vois plus que mon père. Je passe 16-17 heures par jour. La journée de congé, tu fais quoi, Guillaume, ce week-end? Rien. Mes parents sont au marché, ils sont pas là. Viens avec moi. On va voir les asperges, on va voir les vignerons, on va voir. Parce que voilà, c'est comme ça que je découvre le métier, les producteurs, les produits. On va au marché, et donc je garde forcément un souvenir. Vous nous l'avez dit, vous travaillez dur pendant votre apprentissage, mais il faut dire aussi que vous êtes un élève doué. Et Johnny Benariac vous conseille de poursuivre votre parcours dans des étoilés. Vous avez dit que vous étiez très proche de votre maître d'apprentissage. Il va même jusqu'à vous aider à rédiger votre CV et vous dépose devant le restaurant 2 étoiles de Jacques Le Divellec dans le 7e. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, moi, je me voyais faire toute ma vie là-bas. J'étais bien, le patron d'apprentissage, il est super, je fais un super métier. Je ne me voyais pas faire autre chose. Et lui me dit, et pour lui, ça aurait été la facilité de me garder, bien évidemment, comme sous-chef après, puis évoluer, et puis ainsi de suite. Mais il me l'a dit après, il m'a dit, mais pour toi, je n'avais pas le droit de te garder, en fait, parce qu'il voulait une plus belle carrière pour moi que chef de cuisine comme lui dans un restaurant de quartier qui, moi, me paraissait déjà être le haut de la gastronomie. Et il voyait que je me passionnais pour les chefs, je posais des questions, je lisais les magazines de cuisine qu'il recevait. Moi, j'ai eu je recevais des centaines et des centaines de stagiaires et j'ai formé des apprentis, et c'est exactement ce que je leur disais. Et même les commis que j'ai embauchés ensuite à l'Élysée, je leur interdisais de rester. Parce qu'en fait, quand on garde quelqu'un près de soi comme ça, c'est pas lui permettre d'évoluer. Au contraire, je les ai toujours placés, je les ai toujours soutenus. Et encore aujourd'hui, pour certains qui sont sous-chefs ou chefs, voilà, on continue, je suis leur carrière. Parce que c'est ça quand vous êtes un maître d'apprentissage. Quand vous êtes un apprenti, on vous transmet quelque chose. Quand vous êtes un maître d'apprentissage, c'est à vous de transmettre et de faire évoluer les jeunes qui vous confient leur destin professionnel. Donc oui, je n'ai jamais rédigé un CV de ma vie, sauf pour les médailles, les décorations. Je n'ai jamais cherché de travail de ma vie. Et c'est ce que je dis aux apprentis en tant que porte-parole nationale de cette association des apprentis de France. Faites-vous remarquer par la qualité de votre travail, vous ne chercherez jamais de travail. J'ai toujours été proposé
par mon patron. C'est en effet Johnny Benariac qui, sa femme, à l'époque, les ordinateurs n'existent même pas, hein, c'est le Moyen-Âge, on est dans les années 94. Il y a un ordinateur, moi j'en avais pas chez moi, donc je risquais pas de rédiger un CV autre qu'à la main. J'avais pas de machine à écrire. Donc c'est sa femme qui, elle, tape les menus à la machine à écrire, qui me fait un CV. Alors mon CV, mon nom, mon prénom, mon adresse, et puis mon examen, enfin c'est 3 lignes, hein, le CV. Et c'est lui qui me dit, voilà, ici on fait beaucoup de viande, beaucoup de gibier, on fait du poisson, mais c'est pas là où on est le plus fort, il faut que tu ailles te perfectionner. On regarde le guide Michelin à l'époque, le chef qui était le plus connu au monde pour le poisson, qui avait déjà en 1990 près de 10 restaurants dans le monde de poisson, c'est Jacques Le Divellec, qui, j'ai une pensée bien sûr, il nous a quittés il y a quelques mois, qui était le plus grand cuisinier sur le monde du poisson. Donc on prend la voiture, il me dépose dans le 7e, je ne sais même pas où est le 7e moi, donc je risquais pas d'y aller. Il me dépose devant le restaurant, il me dit tu dis que tu as rendez-vous, tu donnes ton CV et je t'attends dans la voiture. Et donc je pousse la porte du restaurant et je dis que j'ai rendez-vous avec Jacques Le Divellec. Bon du coup le maître d'hôtel m'emmène dans le bureau de Jacques Le Divellec. Jacques Le Divellec il me fait asseoir. Il avait sûrement un rendez-vous avec parce qu'il me dit donc c'est toi qui viens de La Rochelle? Je dis non, je viens pas de La Rochelle. Il attendait sûrement un jeune qui venait se présenter de La Rochelle. Il regarde le CV, il me dit ah ouais c'est bien, ouais c'est bien. C'est là où j'ai su quand même que les chefs aussi, on pouvait pas toujours leur faire confiance dans ce qu'ils nous disaient. Il me dit j'ai besoin de toi. Alors moi je dis c'est super, le chef il dit qu'il a besoin de moi. On est mois de juillet, tu commences le 1er août. Et moi, je lui dis, écoutez, je termine mon contrat d'apprentissage au mois d'août, je peux être là qu'au mois de septembre. Il me rend le CV, il me dit, écoute, moi, j'ai besoin de toi le 1er août, donc soit tu es là le 1er août, soit je te prends pas. Je retourne dans la voiture, j'explique ça à mon patron d'apprentissage, il me dit, attends, c'est une chance pour toi, rentrer dans une brigade de 2 étoiles, il n'y a pas de souci, au mois d'août, nous, on fera sans toi. J'arrive le 1er août, le chef en place, Jean-Pierre Fouin, il nous voit arriver, on est 6 gamins arrivés le 1er août à commencer, il se demande ce qu'il va faire de tous ses gosses. Le chef, bien sûr, n'est pas là, il est en vacances. Je le verrai que fin août. Et moi qui pensais en arrivant qu'il avait besoin de moi pour faire tourner la boutique. Donc ça vous apprend l'humilité aussi. Et donc je commence mon expérience. En effet, je sors d'une petite maison où je suis tout seul avec le chef, vraiment familial, où on mange ensemble, à une très grosse structure où il y a près de 40 employés. On est 17 en cuisine, je suis bien évidemment le plus jeune. Une ambiance qui n'est pas celle que j'ai connue. Donc c'est assez dur pour moi. Je commence très tôt, je termine très tard. J'habite en banlieue dans le 93. Je pars quasiment avec le premier RER, je rentre avec le dernier. Il m'arrive de m'endormir dans le RER. C'est une période qui est très enrichissante en termes professionnels, très dur personnellement parce que j'ai aucune vie, bien évidemment, en dehors du travail. Je vous le dis parce que je pense que sans passer par ces moments-là, je n'aurais pas fait la carrière que j'ai fait. Bien évidemment que c'était beaucoup plus facile d'arrêter et de faire autre chose. Et je pense que c'est une leçon de vie de se dire que le travail, c'est en effet important. Et c'est ce que je dis aux jeunes quand je les rencontre. C'est pas toute votre vie. Être un homme aujourd'hui, c'est assumer ses choix. Moi, je dis pas qu'il faut être chef 3 étoiles ou être chef ou avoir son restaurant. Peu importe les choix que vous ferez, même si c'est avoir un food truck ou une crêperie en bas de chez vous, si vous êtes heureux. Par contre, il faut l'assumer, il faut se donner à fond de ce que vous faites. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait à fond. Vous restez donc quelques années dans la brigade de Jacques Le Divellec. Et puis, à 19 ans, en 1997, vous intégrez les cuisines du Palais de l'Élysée. Comment vous êtes arrivé à l'Élysée et surtout, qu'est-ce que vous avez ressenti? Par piston. Je vous l'ai dit, j'ai jamais cherché de travail. Un jour, je reçois une lettre, République française. Bonjour monsieur, il faut aller faire votre service militaire, sinon c'est la prison. Je vous ai dit que j'étais pas si jeune que ça. Donc je suis chez Le Divellec, donc je retourne au travail avec mon petit courrier, je vais voir le chef, et je lui dis chef, je dois partir, je dois aller faire mon service militaire. Il me dit il n'en est pas question, il y a le service, il y a le travail. J'ai besoin de toi. Je dis oui, vous m'avez fait le coup déjà il y a 2 ans, que vous aviez besoin de moi. J'ai commencé par laver les viviers, j'ai commencé par faire tout ça, bien évidemment, je ne vous ai pas raconté, mais j'ai gravi les échelons chez Le Divellec. Je suis arrivé comme jeune commis à laver les viviers et par mon travail, j'ai réussi, et j'en suis fier, à me faire remarquer dans cette brigade et à faire en sorte que je parte de chez Le Divellec où en effet j'ai un poste à responsabilité, puisque quelques mois avant, l'un des chefs de parti qui s'en va, qui était très dur avec moi, je ne pensais pas qu'il m'appréciait d'ailleurs, parce que c'était peut-être sa façon de faire, et c'est pas la bonne bien évidemment, mais toujours de réprimandes, de brimades, ça allait jamais, j'avais l'impression que tout ce que je faisais ça n'allait pas. C'est lui qui dit à Jacques Le Divellec, je m'en vais, il part chez Robuchon comme sous-chef à l'époque, il me dit je m'en vais, le seul qui est capable de me remplacer dans la brigade c'est Gomez, et c'est grâce à lui, Stéphane Salard, je lui rends hommage aussi depuis 25 ans maintenant, un peu plus, parce que c'est lui qui me donne la chance, et Le Divellec qui lui se dit après tout pourquoi pas, je vais payer un commis le prix d'un sous-chef, donc c'est bien, je m'en tire bien. Il me propose le poste de sous-chef et c'est comme ça que je prends des responsabilités chez Le Divellec, et c'est ce qui fait aussi ma carrière, parce que cette confiance que Le Divellec met en moi, bien évidemment, m'encourage à faire encore mieux, m'encourage à travailler encore plus, et c'est au moment de faire mon service militaire où Le Divellec me dit donne-moi ce papier, je m'en occupe. Il
revient quelques minutes après. Il avait eu le ministre de la Défense au téléphone qui venait manger souvent. Il me dit bon, bah, c'est bon, ton incorporation est décalée d'1 an. Ah bon, d'accord. Bon, j'avais pas le choix, donc très bien. Donc je retourne au boulot. Et quelques semaines plus tard, il me dit écoute, Guillaume, pour te remercier quand même de l'engagement qu'elle tient, voilà, je peux te placer soit à l'Élysée, soit à Matignon pour ton service militaire. Alors il faut quand même que je vous dise la culture qui était la mienne. Je sais pas ce qu'est l'Élysée ni Matignon à l'époque. J'ai dit d'accord. Je dis c'est quoi? Et donc il me dit l'Élysée c'est la maison du président de la République et Matignon c'est la maison du Premier ministre. Je savais quand même que le président de la République c'était le patron, que le Premier ministre c'était le numéro 2. Donc je dis bah autant aller à l'Élysée, c'est comme ça. Jacques Le Divellec, parce que François Mitterrand mangeait très souvent. Vous n'êtes pas sans ignorer que peut-être que si, mais la photo où les Français découvrent que François Mitterrand, une fille, sort d'un restaurant avec Mazarine, c'est sorti de chez Le Divellec. Bien sûr, les liens avec le palais de l'Élysée étaient importants et donc c'est comme ça que je rencontre, pour répondre enfin à votre question, je rencontre Joël Normand qui est meilleur ouvrier de France et qui est le chef de l'Élysée à l'époque. Et donc je rentre dans cette maison pour faire mon service militaire. Je dois y rester 1 an. Je découvre une cuisine qui fait 600 mètres carrés. 600 mètres carrés dans les sous-sols de l'Élysée. Vous rentrez dans l'Élysée, vous sentez tout de suite le poids de l'histoire. Je rencontre un chef pâtissier qui vient m'accueillir, qui s'appelle Francis Loiget, qui me fait faire le tour de la cuisine avant d'aller parler avec le chef de cuisine qui s'appelle Joël Normand. Et les deux sont arrivés au palais de l'Élysée au service du général de Gaulle. Et moi, je me dis, mais il doit me voir en noir et blanc, le chef, parce qu'il est arrivé sous le général de Gaulle. J'ai 18 ans, le général de Gaulle, j'en ai entendu parler, bien évidemment. Je sais qui est le général de Gaulle. Il y a les portraits à la maison, il y a les bouquins, il y a tout ce qu'il faut sur le général de Gaulle. Mais je me dis quand même, ils ont près de 35 ans de maison à l'époque. Et moi, je me dis, comment c'est possible de rester aussi longtemps dans une maison ? Pourquoi je vous explique ça? C'est important pour la suite. J'y suis resté 25 ans. Donc, moi, je venais de faire 3 ans chez Le Divellec. Ça me paraissait le bout du monde déjà. Et moi, je me dis, je fais 1 an, mon service militaire, et puis je pars. Je voulais aller voir le monde, je voulais aller faire plein de choses. Et Joël Normand, donc j'arrive, je découvre une maison, bien évidemment, qui est atypique, qui n'est pas comme les autres. Déjà, avec un univers, avec des jeunes appelés du contingent comme moi. On est près de 20 appelés du contingent. Ils ne sont pas cons non plus, hein. Ils récupèrent ceux qui travaillent dans les bonnes maisons. Donc je me retrouve avec des gars qui travaillent dans les 3 étoiles, les 2 étoiles, les 1 étoile. Et c'est comme si, en fait, pendant cette année d'armée, je faisais des stages dans tous ces restaurants-là. On s'échange les techniques, on s'échange les recettes, on s'échange tout ça. Et j'ai une marge de progression en 1 an qui est énorme, immense. On pouvait préparer des concours, on pouvait échanger entre nous, donc forcément, je progresse. Quand vous avez ce sentiment de faire votre devoir, de servir la France, de servir une cause, c'est très enrichissant, bien évidemment. Et donc, je prends plaisir à ça. Et c'est comme ça qu'1 an, plus 1 an, plus 1 an, je remporte le concours de meilleur ouvrier de France, je passe sous-chef. Le hasard de la vie fait que Joël Normand, je passe meilleur ouvrier de France en janvier 2004. Joël Normand part en retraite en décembre 2004. Et donc, on me propose le poste de chef de cuisine. Il y a Bernard Vaution qui, à l'époque, est numéro 2. Et on fait 10 ans avec Bernard. Et c'est comme ça, ensuite, qu'en 2013, je prends le poste de numéro 1 et que je suis resté 25 ans. Et alors, pourquoi ma décision de partir? J'ai fait court sur l'Élysée. Je vous laisserai après poser vos questions. Parce qu'un jour, je me souviens très bien du moment où, bien sûr, je reçois des stagiaires, je reçois beaucoup de jeunes, où j'embauche aussi mes cuisiniers. Et je me souviens de recevoir un jeune dans mon bureau où je lui explique la cuisine et ce que j'attends de lui en tant que jeune commis. Et je vois que le gamin, il n'est pas là. Et je me retrouve à sa place 25 ans avant. Et je me dis, il doit se dire, putain, le chef, il est arrivé sous Jacques Chirac. Et là, je me dis, il est temps que je parte. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais partir. Je suis allé voir le président de la République, je lui ai expliqué que j'allais partir. Il me dit qu'il n'en est pas question. Je lui explique que je ne lui demande pas l'autorisation, que je ne pars pas demain, mais que j'ai plus envie de faire ça. Pour plein de raisons, je veux faire autre chose. J'arrive au bout d'une histoire personnelle, non pas avec le président, puisque aujourd'hui je suis son représentant personnel, mais avec l'Élysée. Ça fait 25 ans que je suis à l'Élysée. J'ai à l'époque 43 ans, donc j'ai passé plus de la moitié de ma vie en tout cas à l'Élysée, et que j'ai d'autres ambitions personnelles, et 2, j'ai envie de donner un autre sens à ma carrière et à ma vie. Et c'est comme ça ensuite que le président décide de non pas me laisser partir, mais de me nommer ambassadeur. En effet, vous êtes passé vite sur l'Élysée, on a envie d'en savoir plus. Je me doute. Et vous êtes passé vite aussi sur le concours de MOF. En une phrase, vous avez dit oui, j'ai remporté le concours de MOF. Il a quand même été le plus jeune cuisinier à l'âge de 25 ans, à remporter le titre de meilleur ouvrier de France. Vous êtes encore aujourd'hui, d'ailleurs, le plus jeune dans la catégorie cuisine à avoir remporté cette distinction. C'est pas rien quand même. Vous pouvez
nous raconter? Bien sûr, mais le MOF, c'est avant tout une histoire personnelle. C'est-à-dire que, avec plaisir de vous la livrer, hein, mais quand vous faites le meilleur ouvrier de France, c'est pour vous prouver en premier lieu à vous-même ce que vous valez, quelle est l'idée que vous vous faites du métier et de la place qui est la vôtre dans ce métier. Moi, j'étais sur des concours de cuisine très jeune, je faisais des concours. J'ai eu la chance, parce que c'est aussi de la chance, de remporter le premier concours Trophée national du jeune chef. Quand vous commencez votre premier concours par une victoire, ça flatte, ça aide et ça vous motive à en faire d'autres. J'en ai plus gagné un seul. Je fais 3e, 4e, 2e, 6e, peu importe. Et c'est ce que je dis aux jeunes quand je suis dans les concours. Je dis peu importe la place. C'est toujours plus facile de rester chez soi. Donc à partir du moment où vous êtes là, où vous remettez en question, vous apprenez quelque chose. Et moi, j'ai énormément évolué avec l'école des concours. Ça vous apprend autre chose. Ça vous montre que vous ne devez jamais rester sur vos acquis, parce que ce que vous pensez être bon, et ben en fait, ça ne l'est pas, puisqu'il y en a un qui a fait meilleur que vous, puisqu'il y en a un qui est premier, et vous n'êtes que 2e ou 3e ou même 6e. Et surtout que, peu importe les aléas, sur un concours, vous faites tomber quelque chose, vous ratez, vous brûlez, votre commis jette quelque chose, il faut continuer, il faut envoyer. Les cuisiniers, on le dit souvent, ils ne s'arrêtent pas quand ils en ont envie, ils s'arrêtent quand ils ont fini. Donc c'est aussi une école de la vie, les concours, et moi c'est ce qui m'a fait évoluer. Et pourquoi je me présente aux meilleurs ouvriers de France? Il faut savoir que les meilleurs ouvriers de France, donc ceux qui ne connaissent pas, c'est un titre qui concerne aujourd'hui 192 métiers manuels. Donc on parle beaucoup des cuisiniers et des pâtissiers, mais en fait c'est tous les métiers manuels, les forgerons, les maçons. Et je suis sur les concours de cuisine, et au bout d'un moment, ce sont ces jurys qui me disent « Tu sais, tu devrais réfléchir à te présenter au concours de meilleurs ouvriers de France ». J'ai à l'époque 20 ans. Quand on commence à me dire ça, bon, je me dis les vieux ils débloquent, ils sont gentils, mais quand même, meilleur ouvrier de France, j'en suis loin. Je dis à Joël Normand, qui lui est meilleur ouvrier de France, voilà chef, tel chef, qui connaît, me disent que je devrais me présenter au concours de meilleur ouvrier de France. Il me dit, ouais gamin, de toute façon, allez-y, c'est bien de le faire une fois. Moi, je l'ai fait 2 fois avant de l'avoir, certains l'ont fait 3-4 fois, ainsi de suite. C'est bien d'y aller. Et je m'inscris au concours de meilleur ouvrier de France. Non pas que j'y crois plus que ça, mais parce que les gars me disent il faut aller au concours de meilleur ouvrier de France. Et j'y crois tellement pas que je vais être meilleur ouvrier de France, c'est qu'en plus d'être le plus jeune, déjà au départ on est 750, c'est tous les 3-4 ans. On est 750, je suis le plus jeune des 750. Mais en plus j'y crois tellement pas, c'est que je dois être le seul mec de l'histoire des meilleurs ouvriers de France qui, entre sa demi-finale et sa finale, fait un concours de cuisine. Et je reçois quelques semaines plus tard une convocation pour un autre concours sur lequel je m'étais inscrit, le Gualtiero Marchesi Awards à Milan, où je pars représenter la France. Et le jour où je suis sur le concours, donc il y a une vingtaine de jurys qui est là, par nationalité, et le français qui est jury vient me voir et qui me dit ah mais vous êtes Gomez de la présidence? Je dis oui, mais il me dit c'est courageux de faire un concours. Il me dit vous êtes en finale du MOF? Je dis j'en sais rien si je suis au final du MOF. Et il me dit bah si. Il me dit moi j'étais au jury, vous étiez au Touquet? Je dis oui, j'étais au Touquet. Il me dit ah bah si, vous êtes premier à la viande, vous êtes en finale du MOF. Donc autant vous dire que là le concours, le Gualtiero Marchesi, j'envoie la soupe à la place de la sauce. Enfin, je finis 4e quand même sur 18, c'est pas trop mal, mais autant vous dire que j'ai plus du tout la tête au concours, parce que quand je lui dis mais vous êtes sûr? Il me dit bah oui, la présidence, il y a que vous. Et il y avait un autre chef qui était de la présidence du Sénat. Et je dis non, la présidence de la République ou la présidence du Sénat? Puis là le gars me dit gentiment oh bah j'en sais rien. Là, donc moi je dors pas de la nuit, j'ai le concours le lendemain que je plante à moitié et je rentre chez moi à Paris et je reçois la convocation et j'ai en effet terminé premier à la viande au Touquet et je me retrouve en finale du meilleur ouvrier de France. Et là, bien évidemment que j'y allais pour voir ce que c'était, mais et c'est aussi le discours que je tiens devant les jeunes qui font des concours. Ce concours de meilleur ouvrier de France, c'est environ 50 personnes qui vont vous noter. Donc, ce n'est pas vous qui décidez si vous allez être meilleur ouvrier de France. Il faut avoir la majorité des notes pour vous. Donc, j'étais le plus jeune des 750. Je me retrouve le plus jeune des 48 finalistes, bien évidemment. Je donne tout ce que je peux. Je prends tous les risques, bien évidemment, pour montrer à ces jurys-là que oui, je mérite en effet ce titre de meilleur ouvrier de France. Et je décroche le titre d'un des meilleurs ouvriers de France. Et c'est Paul Bocuse et Joël Robuchon qui, à l'époque, sont président du concours. Paul Bocuse qui m'accueille sur scène et qui m'apprend que je suis le plus jeune lauréat de l'histoire. Et en effet, ce concours change ma carrière, puisqu'à l'époque, je suis numéro 72 de la brigade. Je suis chef d'équipe, mais je veux dire, il n'y a rien qui me prédestine à rester à l'Élysée. Et c'est parce que je deviens meilleur ouvrier de France et le plus jeune lauréat de l'histoire que Jacques Chirac, le soir où je rentre à Paris, me fait appeler, me félicite et me dit... m'appelle maître, puisque du jour où je suis passé meilleur ouvrier de France, il m'a appelé maître et non plus chef. Il me dit maître, écoutez, le concours de meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose de très dur. Vous le savez, qu'il me dit. Je dis oui, je sais, je l'ai fait. Il me dit, vous savez, il y a des chefs qui n'ont jamais réussi à l'avoir. Donc nous sommes très fiers que vous l'ayez pour la maison, pour la France. Il me dit, j'espère que vous n'avez pas de velléité de partir ailleurs, parce que je ne vous laisserai pas partir. Donc je dis, merci, monsieur le président, de votre confiance. J'ai 25 ans. Donc j'ai besoin encore d'apprendre. Donc à l'époque, je m'entends très bien avec Bernard Vaution. Je passe numéro 2, je suis dans l'opérationnel, je suis tous les jours au fourneau. Ça me convient parfaitement et j'ai 10 ans
à ses côtés, à apprendre à manager, à apprendre à devenir chef de cuisine. Et c'est comme ça qu'ensuite, Jacques Chirac me conseille à Nicolas Sarkozy, qui lui me conseille à François Hollande, qui me conseille à Emmanuel Macron. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, vous avez travaillé pour 4 présidents et vous avez dit à l'Élysée « J'ai eu la chance de vivre l'histoire au quotidien ». À quoi ça ressemble, ce quotidien, dans les cuisines du palais présidentiel? Et quel a été le moment le plus fort? Il y en a beaucoup. Alors, déjà, ce côté vivre l'histoire, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qu'on dit comme ça. Ce n'est pas un élément de langage, c'est la sensation. Et je rends hommage vraiment, notamment à tout le personnel de l'Élysée, peu importe, du secrétaire général aux agents. Certains m'ont quitté avec 40 ans de maison, 40 ans de brigade. Pour d'autres, au service technique, les gens qui mettent la table, les argentiers, qui entretiennent le patrimoine français, de la vaisselle, ainsi de suite. Les gars qui étaient à l'entretien, ils ont ce devoir du service accompli en eux. Et nous, sans eux, on ne fait pas tout ça. Parce que quand vous avez une visite d'État, ce n'est pas juste le chef de cuisine. C'est tout un ensemble de gens, du gars qui a mis le tapis jusqu'au gars qui a lavé les fenêtres, les carreaux, qui a mis l'assiette dans le bon sens, et ainsi de suite, les fleuristes, les lingères, toute l'attention que chacun porte pour être vraiment à la tâche pour la France. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc oui, vous vivez l'histoire au quotidien. Et ça, j'ai commencé à le sentir déjà chez le Divelec, lorsque je faisais à manger à François Mitterrand quasiment toutes les semaines. C'est pas un client comme un autre, le président de la République, quand vous l'avez dans un restaurant. Et tous mes copains chefs qui ont reçu les présidents de la République peuvent vous le dire. Ce n'est pas la même pression. Et quand vous vivez ça au quotidien, en effet, et que ce soit pour un dîner d'État ou pour faire un sandwich pour le président parce qu'il va manger dans la voiture en allant sur une séquence, bah, vous devez avoir ce sens du devoir. Et chacun là, en tout cas au service de l'État, de la République, et j'ai pu le constater, pas seulement à l'Élysée, dans nos ministères, dans nos ambassades, dans nos préfectures, dans nos mairies, dans toutes les représentations de la République, et que ce soit des professeurs des écoles, jusqu'aux pompiers, jusqu'aux policiers, jusqu'aux militaires, ainsi de suite, c'est dans les hôpitaux, bien évidemment, c'est avant tout ce sens du devoir qui fait l'homme avec un grand H. Et si vous voulez, il n'y a rien qui me destinait à rester 25 ans à l'Élysée, et c'est vraiment ce sens du devoir accompli qui m'a nourri tel l'ogre que je suis, dans lequel je trouvais satisfaction. Et alors, vous dire un moment fort, il y en a eu tellement. J'en ai vécu tous les jours. Quand vous avez la chance de rencontrer des chefs d'État, j'ai été reçu à Buckingham Palace par la reine d'Angleterre. J'ai fait à manger à de nombreux chefs d'État, de la reine d'Angleterre à Poutine, Kadhafi, Saddam Hussein, s'il faut citer ceux-là. Et si je dois retenir quelques moments, je vais vous en citer des moments forts, des bons comme des mauvais, parce que malheureusement, il y a aussi des mauvais moments. Les très bons moments, bien évidemment, la remise de mon titre de meilleur ouvrier de France par Jacques Chirac, ma nomination par Emmanuel Macron en tant qu'ambassadeur. Qu'est-ce qui me destinait à être l'un des plus proches collaborateurs du président de la République si je dois parler à ce petit garçon du 93? Rien. Voilà, ça c'était pour les bons moments. Et les mauvais, comme nous venons de passer la date fatidique du mois de novembre, du 13 novembre, je vis les attentats, bien évidemment. Je suis en déplacement dans le Nord, on commence à recevoir les notifications. J'appelle mes adjoints, il est 21h, 20h quand on commence à avoir les informations, 21h. Je suis dans le Nord, j'emprunte une voiture, je rentre, le temps d'arriver, il y a les conseils de défense qui sont là, faut nourrir tout le monde. C'est pas des banquets, mais il y a la sécurité, il faut faire des sandwichs, il faut être présent parce que toute la maison se met en opération pour répondre au drame que la France est en train de vivre. Il y a eu la grande marche avec tant de chefs d'État. On a su le samedi après-midi à 14h que le lendemain, le dimanche matin, on aurait en tout, avec les sécurités, la presse et tout ça, près de 700 personnes à nourrir. Donc là, c'est les fournisseurs qui nous appellent pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Les gars qui reviennent au travail, vous n'avez même pas besoin de les appeler. Ils viennent parce qu'il faut travailler jour et nuit pour faire tout ça. Donc, ce n'est pas des bons moments. C'est des moments qu'on a dû vivre ensemble et qui sont des moments importants. Et si je dois retenir un beau moment du métier, au-delà d'un moment personnel comme ceux que je vous ai cités, c'est peut-être le Noël des troupes qu'a initié le président de la République, Emmanuel Macron, de vouloir offrir aux troupes en opération un vrai repas de Noël. On allait sur place offrir à nos troupes engagées, donc nos militaires qui sont ce qu'on appelle en opération avancée, en train de faire la guerre, Barkhane, au Mali, dans tous ces pays-là, où on allait leur offrir un vrai repas de Noël. Et quand vous êtes face à un militaire qui sont là et qui mangent des rations de combat depuis 2 mois assis sur du sable, et que vous leur faites un pâté croûte au foie gras, une bonne volaille de Bresse, de votre région, notamment au Maury, un beau plateau de fromage où chacun retrouve un fromage de sa région, un gâteau et ainsi de suite, et que pour certains se mettent à pleurer, pour d'autres vous font vivre ça, vous savez en fait pourquoi vous faites ce métier. Parce que c'est pour ça que
faites ce métier, c'est pour cette, non pas reconnaissance, mais le fait de mettre de l'émotion dans tout ça. Et c'est pour, je pense, alors que j'ai fait à manger à tous les chefs d'État, les repas qui, et pour la brigade, m'ont le plus marqué. Parce qu'en plus, c'est énormément de travail pour la brigade. C'est quelques tonnes de fret aérien, faut rien oublier, hein, quand vous êtes au milieu du désert, là-bas, faut pas dire, ah, tiens, va me charger les tomates. Hein. Il faut avoir pensé à tout, bien évidemment, et c'est énormément de travail pour les équipes de tout emballer, avec les conditions sanitaires, bien évidemment, qui sont celles-ci. Il n'est pas question de rendre malades nos militaires. Donc c'est un moment, je pense, l'un des plus forts de ma carrière, même de cuisinier. Vous nous avez parlé de ces moments forts, de ces dîners, de ces repas, de ces chefs d'État pour qui vous avez cuisiné. Guillaume Gomez, vous avez publié 8 livres. Le dernier s'appelle Le Club des chefs des chefs. Ce club, c'est celui qui réunit les chefs cuisiniers, des chefs d'État du monde entier, une sorte de G20 de la gastronomie, dont la devise est « Si la politique divise les hommes, la bonne table les réunit toujours ». De quoi parle-t-on dans ce club de chefs cuisiniers et comment la gastronomie influence les échanges diplomatiques ? Écoutez, j'en suis l'exemple, puisque aujourd'hui je suis le premier, en effet, vous l'avez dit, ambassadeur de France de la gastronomie. C'est qu'on a réussi à convaincre les chefs d'État que c'était quelque chose d'important. Je ne l'ai pas inventé. Talleyrand, déjà, à l'époque, a su convaincre tous ceux qu'il a servis, puisqu'il a réussi à garder sa tête à une époque où les têtes tombaient pour servir différents chefs d'État, où il expliquait, grâce à Antonin Carême, qui était son chef de cuisine, Sire, donnez-moi de bons cuisiniers, je vous donnerai de bons traités. J'ai plus besoin de casseroles que d'instructions, entre autres. Et si la France, ça fait partie de la légende, et dans la gastronomie, ça nous va bien, si la France a trouvé en tout cas la place qui était la sienne, notamment après le congrès de Vienne, c'est, dit-on, grâce à Talleyrand, qui avec son chef Antonin Carême faisait des dîners scénographiés pour montrer que la France, c'était aussi ça, cette diplomatie de la table. Et donc, en effet, c'est quelque chose d'important. Vous avez parlé de ce G20 de la gastronomie, c'est Gilles Bragard qui crée ce club, qui est l'un des clubs les plus exclusifs au monde, puisque c'est un par pays, comme les G20. Et c'est à l'époque où Giscard, en 77, crée justement le G4. Et Gilles Bragard, qui à l'époque fournit les vestes de cuisine, c'est le couturier des chefs, décide, parce qu'il invite ici, dans la région lyonnaise, c'est ici qu'est né le Club des chefs en 1977, chez Paul Bocuse, il décide d'inviter le chef de la Maison Blanche, à l'époque Henri Heller, et le chef de l'Élysée, Marcel Le Cerveau, qui ne se connaissent pas. Il fait un repas pendant le CIRA, pendant le salon des métiers de bouche, enfin ce qui allait devenir le salon des métiers de bouche. Il fait le repas avec ses deux copains chefs que lui connaît. Les gars se connaissent pas, il trouve ça sympa. Il dit tiens, on n'a qu'à se réunir. D'autres cuisiniers que lui connaissait, qui fournissaient des vestes, décident de rejoindre le club. Et ce club est né. Et c'est vrai que c'est un club formidable puisqu'on est reçu chaque année comme des chefs d'État. Il est parti du principe que le chef de cuisine devait une fois dans sa vie connaître ce que vivait son patron. Donc on est reçu par les chefs d'État en tant que représentants de nos pays sur un élément très important de la culture de chaque pays maintenant, et de l'économie de chaque pays, je le rappelle aussi, et de la souveraineté alimentaire de chaque pays. Et donc, pour faire partie de ce club, il faut être le chef du chef d'État ou du Premier ministre ou du roi ou de la reine. Donc aujourd'hui, je n'en suis plus le membre actif. C'est Fabrice Desvignes qui m'a remplacé à l'Élysée, qui est le chef représentant la France au Club des chefs. Mais j'en suis un des administrateurs en tant qu'ambassadeur de France de la gastronomie. Et donc, je continue de les suivre et on parle de tous les sujets qui sont les sujets de l'alimentation parce que ce que vivent nos agriculteurs français, d'autres agriculteurs dans le monde le vivent. Cette mondialisation a commencé à détruire énormément de choses, de nos valeurs intrinsèques liées à notre alimentation. Christian Garcia, qui est le chef de Monseigneur le Prince Albert de Monaco et le président du club, c'est symbolique aussi que le club qui réunit des chefs de cuisine, de chefs d'État, est présidé par le plus petit État. Christetta Comerford, qui est la chef de la Maison Blanche depuis de nombreuses années, vient de prendre sa retraite. Jérôme Rigaud a été pendant des années le seul employé étranger. Non, il était français, mais le seul employé étranger du Kremlin sur les milliers d'employés, puisqu'il était le chef de Medvedev. Et bien évidemment, on ne m'a jamais posé la question quel était le plat préféré de tel président. Je leur ai jamais posé la question quel était le plat préféré de tel président, puisque ça fait partie des choses, des éléments sur lesquels on ne répond pas. On ne parle pas des plats préférés, on ne parle pas des habitudes alimentaires. Bernadette Chirac avait dit un jour à un journaliste qui lui posait la question, sûrement parce qu'il pensait que c'était une question à laquelle elle devait répondre, c'était dans les années 70, quel était le plat préféré de son mari, où elle avait dit la tête de veau comme elle aurait pu dire la tarte aux pommes. Et Jacques Chirac, le pauvre, partout où il allait, on lui servait de la tête de veau, même après le café. Même quand il n'en commandait pas, il est resté 12 ans à l'Élysée, je l'ai servi pendant 10 ans, on lui en a fait 2 fois. La deuxième fois où on lui a fait de la tête de veau, il m'a appelé, il m'a dit chef, c'était très bon, mais c'est plus la peine de m'en faire. Et nous, on a compris, c'était loin d'être son plat préféré. Et à l'international, il y a eu une autre anecdote où, à l'époque, le chef de la Maison Blanche
ne parle pas des plats des présidents, mais où un journaliste dit « Non, mais vous pouvez peut-être nous dire ce qu'il n'aime pas ». Bon, là, il veut répondre quand même. Et il dit il n'aime pas les brocolis. Et il y a eu des tonnes de brocolis déversés devant la Maison-Blanche, de tous les producteurs de brocolis des États-Unis qui se plaignaient qu'on faisait une mauvaise pub pour les brocolis. Donc, ça nous a servi de leçon. Si vous me posez la question, je vais vous dire « Non, mais c'est vrai, en plus, le président, il aime tout. » Et que c'est des questions qu'il faut leur poser. Je ne vous poserai pas la question parce que j'ai lu qu'en effet, vous ne donniez pas la réponse. Vous avez dit que dans ce club, vous parliez notamment de souveraineté alimentaire. À l'Élysée, vous avez toujours pratiqué une cuisine à base de produits français et de saison. Depuis que vous avez rendu votre tablier en 2021, vous défendez en tant qu'ambassadeur inlassablement nos terroirs et nos savoir-faire. Et vous dites souvent, derrière les produits, il y a des visages. C'est quelque chose qu'on a eu tendance à oublier. Selon vous, est-ce que nos producteurs ont besoin d'être défendus aujourd'hui? Mais plus que jamais, bien évidemment. Il n'y a pas un cuisinier qui vous dira faut pas défendre les producteurs, faut pas défendre l'agriculture. Nous, on fait pas de cuisine sans produits. Quand vous passez 15-16 heures par jour dans votre cuisine, sourcer des produits, c'est un vrai métier. Déjà, la distribution. C'est pour ça qu'il y a des fournisseurs de talent en France. Et les faire pousser, c'est aussi un vrai métier. Mais donc oui, c'est important. Et derrière un produit, il y a une femme, il y a un homme, il y a un savoir-faire. Quand vous achetez un morceau de viande, c'est pas juste un morceau de viande. Ça a été un élevage, ça a été une façon de le nourrir, ça a été une façon de le découper. L'art de la découpe française n'est pas celle, croyez-moi, quand vous mangez de la viande dans le monde entier, c'était pas pareil partout. Si on a cette gastronomie française dans le monde, c'est parce qu'on a la meilleure agriculture du monde, mais parce qu'on a un terroir qui est unique au monde. Il n'y a pas un autre pays au monde où sur 1000 km, vous avez un territoire, et un terroir, c'est différent. Donc oui, c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose que je défendais en tant que chef de cuisine, parce que je ne concevais pas de faire mon métier différemment. Et je vais vous dire, c'est pas quand je suis arrivé à l'Élysée, on m'a dit, vous devez faire des produits français. Rien ne m'y obligeait. Sur le papier, la loi ne vous oblige pas à faire des produits français. Il n'y a pas un restaurateur en France à qui on oblige à faire des produits français. Quand il met des produits français à sa carte, c'est un choix qu'il fait. Moi, je pense que c'est le bon choix. Mais avant Egalim, et je ne suis pas pour rien dans la loi Egalim, bien évidemment, puisque je conseillais le président de la République à cette époque-là, oui, de manger local, de manger plus bio, d'accompagner ces changements de production, c'est quelque chose d'important. Mais c'est juste du bon sens, en fait. Quand vous parlez mais à des gamins de 6 ans, quand vous lui expliquez que l'orange, elle a fait 12 000 km, quand vous lui montrez d'où est-ce qu'elle vient, chez ma mamie, j'en ai vu dans le jardin. Que vous lui répondez quoi? À quel moment il y a un homme qui s'est dit, tiens, les gamins à la cantine le mardi, ça doit être le même menu dans le monde entier, nuggets frites. Qui a décidé ça? À quel moment on s'est dit, c'est ça la solution? À quel moment on s'est dit, tiens, de faire venir de la volaille ou de la viande du Brésil ou de Nouvelle-Zélande, ça va coûter moins cher? Oh, comment c'est possible? C'est ça la réalité. Et ça, il ne faut pas aujourd'hui dire c'est nos producteurs, c'est tel marchand, c'est la grande distribution, c'est tel industriel. Non, le bilan, il est collectif. Comment on change ça? Et ça, on doit toutes et tous juste ramener un peu de bon sens dans notre méthode de consommation et d'alimentation. Ce que je mange, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour l'autre? Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Manger local et de saison, c'est juste du bon sens en fait. Et c'est là où c'est le meilleur et où c'est le moins cher. Donc c'est juste ramener un peu de bon sens dans tout ça. C'est comme ça que doivent évoluer nos assiettes aujourd'hui vers une alimentation plus durable? Bien évidemment, on parle de souveraineté alimentaire depuis la guerre en Ukraine. Mais j'ai eu l'occasion de le dire au président de la République et à beaucoup de ministres. Mais à quel moment on l'a oublié surtout? À quel moment on s'est dit c'est pas important notre alimentation? À quel moment, alors que c'est notre besoin le plus vital après respirer depuis que l'homme est l'homme, depuis Cro-Magnon, première des choses que tu fais quand tu as le feu qui est là, tu sors de la grotte, faut que j'aille chercher à bouffer. Et donc, tu ne te dis pas, c'est pas important. Parce que sinon, demain, tu n'es plus là, tu le sais. Quand tu sais la valeur de l'alimentation. Donc, comment tu ne peux ne pas respecter le producteur, ne pas respecter l'agriculteur? Parce que ces gens-là, dans une cité, dans une société, au sens étymologique du terme, sont les gens les plus importants. Parce que j'ai besoin de manger et de boire toute la journée. C'est mon besoin le plus vital. Aujourd'hui, on a fait croire à des milliards de gens sur Terre, c'est pas important. Et aujourd'hui, on le paye. On paye cette politique sans accuser Pierre, Paul ou Jacques, si tu m'entends. Et si vous ne mangez pas la même chose à Marseille et à Lyon qu'à Strasbourg, qu'à Brest, non seulement c'est pas grave, mais c'est même mieux. Et si la bouillabaisse, ça ressemble en rien à une quenelle lyonnaise qui ressemble en rien à une choucroute, c'est bien parce que le territoire et le terroir ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est juste du bon sens en fait. Donc à quel moment on a décidé qu'on mangerait toutes et tous la même chose tout le temps? À quel moment on s'est dit, tiens, dans un hôtel, un jus de fruits le matin au petit-déj, c'est un jus d'orange? Pourquoi?
En saison, pourquoi pas? Mais après, il y a d'autres fruits, il y a d'autres choses à faire. À quel moment, puisque c'est un discours que je tiens avec les politiques, et sans aucun ni attaque personnelle, ni quoi que ce soit, mais à quel moment, quand vous êtes aux responsabilités, que vous avez un arbitrage à faire, vous décidez de mettre, parce que vous avez un budget à gérer, un budget sur telle séquence, peu importe laquelle, et pas dans la cantine? À quel moment vous faites cet arbitrage? Et j'ai eu des échanges assez virulents. On vient m'expliquer que oui, où je disais avec beaucoup de mauvaise foi sûrement, mais devant un élu, je dis mais attendez, quand vous faites le choix de faire un 7e rond-point dans votre ville, c'est un choix que vous faites, plutôt que de mettre une cantinière dans la cantine. Et là, 100% des réponses en face, c'est attention monsieur Gomes, je ne peux pas vous laisser dire ça. Parce que vous savez, la sécurité routière, ça sauve des vies. Mais je dis, je suis d'accord avec vous, la mauvaise alimentation, ça tue des gens. On peut comparer les chiffres à l'échelle de votre région, à l'échelle nationale et à l'échelle du monde. Donc je ne dis pas qu'il faut arrêter la sécurité routière. Non, c'est juste qu'à quel moment, quand vous arbitrez, vous vous dites c'est plus important de mettre la ceinture que de manger correctement. Donc voilà, c'est pas il faut arrêter de mettre la ceinture pour manger correctement, c'est on doit faire les choses ensemble, collectivement, accepter aussi que l'alimentation, ça doit avoir un juste prix et pas le prix le plus bas possible. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Si vous achetez quelque chose qui n'est pas au juste prix, soit vous le payez vous, dans votre santé, soit c'est le producteur et l'agriculteur qui finit par le payer, soit c'est le distributeur qui finit par le payer, et ainsi de suite. En tout cas, ce n'est plus possible. Une fois de plus, ce n'est pas d'accuser les gens qui ont un budget à gérer et se disent au supermarché, il n'y a que ça. Mais c'est tout le monde. L'industriel de l'agroalimentaire qui décide de faire un jambon avec des produits chimiques, ainsi de suite, pour toujours le vendre plus bas, le distributeur qui décide de le faire et le consommateur qui décide de l'acheter. Mais quand quelqu'un décide pour vous, quand vous êtes un acteur public, quand c'est vous qui décidez de mettre ça dans votre cantine, là, c'est vous qui faites le choix. Et vous militez aussi pour l'éducation de l'alimentation. Mais parce que ça va avec. Écoles. Vous ne pouvez pas décider demain de faire des repas équilibrés avec des bons produits à la cantine si personne ne les bouffe. On n'est pas là pour dire on vit au pays des bisounours. D'un seul coup, on fait tous bien, on fait tous très bon, et puis personne ne mange, et puis on va sur le gaspillage alimentaire. C'est collectivement. Ça doit passer avant tout. C'est pas et l'éducation à l'alimentation, c'est avant tout l'éducation. Le monde ne change que par l'éducation, dans n'importe quel domaine. Donc bien évidemment, il faut apprendre à nos enfants à manger, et à manger en fonction de là où ils sont, en fonction de leur histoire, en fonction de leur territoire où ils se trouvent. Et ce rapport au vivant avec nos producteurs, avec nos agriculteurs, j'ai lancé avec un collectif d'agriculteurs il y a quelques années les journées internationales maintenant de l'agriculture, pour ouvrir les exploitations. Mais enfin, c'est pas une hérésie, c'est pas perdre du temps dans une école. Si un gamin, il apprend à voir comment ça pousse une carotte, il peut apprendre à compter en comptant des tomates et ainsi de suite. Moi, je l'ai dit à tous les élus que je rencontre, un pied de tomate, même cerise, ça coûte 3 balles. À l'entrée de n'importe quelle école, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de tomate sur le pied de tomate, il n'y en a pas à la cantine. C'est pas dur, parce que c'est pas la saison. Et la saison, la tomate à Lyon n'est pas la même qu'à Nice. Parce que l'ensoleillement n'est pas le même, donc c'est pas très compliqué en fait de ramener du bon sens. C'est juste ça. Et bien sûr, ça passera par l'éducation, parce que aujourd'hui, le premier restaurateur en France, c'est McDonald's. Entre 3 et 6 millions de repas par jour, 10% de la population, dont 500 000 Happy Meal. Je vous laisse deviner un petit peu la catastrophe que ça peut faire sur notre éducation à l'alimentation. Donc bien évidemment qu'il faut éduquer. 2 petites dernières questions. D'abord, cela fait 4 ans bientôt. Ouais, presque 4 ans. Que vous sillonnez la France et le monde pour faire rayonner notre patrimoine culinaire et ses acteurs. Et quand on vous suit sur les réseaux sociaux, eh bien, on a du mal à vous suivre, justement, Guillaume Gomes, tellement vous êtes partout. Depuis vos nouvelles fonctions, quelle a été la rencontre, si vous ne deviez n'en citer qu'une, qui vous a le plus marqué? Elle est très dure, cette question. Je ne conçois pas en fait de faire mon travail à mi-temps, quel que soit mon travail. Mais je ne conçois pas de faire les choses dans la vie à mi-temps. Donc oui, je me lève tôt le matin, je me couche tard. On essaye en plus de répondre aux gens quand les gens vous sollicitent. Je réponds non, croyez-moi, 15 fois par jour. On ne peut pas être partout malheureusement, je ne peux pas être partout, mais j'essaye en tout cas autant que faire se peut de répondre présent. Voilà. Je rencontre des gens formidables, que ce soit des hommes politiques, j'en croise beaucoup, des journalistes, des gens de la culture, des gens de la société civile, les producteurs, ils sont tous mais formidables. Quand vous parlez avec un agriculteur, avec un pêcheur, avec un éleveur, enfin, ils font des métiers déjà que je ne voudrais pas faire, je le dis très sincèrement. Mais c'est incroyable, le dévouement et l'implication de ces gens-là. Mais que ce soit une infirmière, que ce soit un producteur, c'est pareil, quand vous rencontrez des gens, puis moi je m'intéresse aux gens, donc quand vous rencontrez des gens qui ont la passion de leur vie et de ce qu'ils font, c'est formidable. Et c'est enrichissant. Dernière question, en fait, c'est une question que j'ai l'habitude de poser dans mon podcast. Guillaume Gomes, est-ce qu'il y a une recette? Alors, ça peut être une recette de cuisine, mais pas forcément. Il peut s'agir d'une recette au sens large. Est-ce qu'il y a une recette, Guillaume Gomes, que vous aimeriez nous donner ce soir, ou que vous auriez aimé qu'on vous donne peut-être? Merci de cette question très intéressante. Le podcast, la recette, moi j'ai écouté, c'est super intéressant.
quand j'arrive à l'international, la première des choses, c'est que j'essaye de ne pas donner de leçons. On est la première destination touristique au monde. On a la meilleure gastronomie du monde. Ce n'est pas les Français qui le disent. Pour eux, c'est toujours une question de savoir où on se trouve. Ce sont eux, les étrangers, qui, quand ils m'accueillent, ils me disent « Mais vous avez la première destination touristique au monde, vous êtes la meilleure gastronomie du monde. » Il y a un amour réel de la France à l'international. Donc déjà, ça, c'est une chance. Donc, bien sûr, quand on est là-bas, non pas donner des leçons, mais ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt collectivement de trouver des réponses aux questions qui sont des questions, comme je vous l'ai dit, sur l'alimentation, sur l'obésité, sur l'impact environnemental de notre alimentation. Le premier impact environnemental dans le monde, c'est notre alimentation. On parle de l'industrie, mais une grosse partie de l'industrie, c'est de la transformation alimentaire. Donc quand vous mettez la production, la transformation et le transport de notre alimentation et le traitement du déchet que celle-ci génère, c'est important. Donc il ne suffit pas de dire aux Français « mangez bio, mangez bon, mangez local » si le reste du monde ne le fait pas. Il faut aller convaincre. Il faut apporter des solutions. Et c'est en ça où le savoir-faire français peut aussi apporter des solutions. C'est en ça où nos agriculteurs ont un débouché international important, non plus seulement en envoyant des produits. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est en aidant, en développant des savoir-faire, en montrant qu'il y a quelque chose de possible. Ensuite, la leçon que j'aurais aimé avoir, et c'est ce que je dis aussi aux plus jeunes, j'étais dans un milieu familial où on avait besoin d'argent, d'aller travailler très tôt, à 14 ans, et de passer par le biais de l'apprentissage que je défends. Donc je ne vais pas vous dire que ce n'était pas la bonne solution. Je ne vais pas vous dire je regrette ce que j'ai fait. Mais par contre, j'aurais aimé que quelqu'un arrive à me convaincre que plus vous avez de bagages dans la vie, mieux c'est. Et moi, j'ai dû travailler, j'ai payé des cours pour apprendre les langues étrangères, pour apprendre ce qu'était la comptabilité. J'ai quitté l'école, j'avais 14 ans. Je ne serais pas aujourd'hui l'un des plus proches collaborateurs des présidents de la République, avec le niveau scolaire que j'avais à 14 ans, bien évidemment. J'aurais pas écrit 8 livres, dont un essai sur la philosophie, en restant le gamin que j'étais à 14 ans. Il a fallu que je travaille. Il a fallu donc encore du travail, mais il a fallu que je me forme, il a fallu que je rencontre des gens, il a fallu que je m'intéresse, il a fallu que je lise des livres avant d'en écrire. Donc il a fallu tout ça. Et donc c'est ce que je dis aux jeunes aujourd'hui. Si vous avez la capacité, apprenez. Parce que quand vous avez appris à apprendre, croyez-moi, et je l'ai vu, j'ai formé des centaines de jeunes, si ce n'est des milliers, pendant mes 25 ans à l'Élysée. Quand j'avais en face de moi un gamin qui avait poussé un petit peu ses études, qui avait appris à apprendre, mais quand vous lui expliquez quelque chose, quand vous lui montrez quelque chose, il duplique beaucoup plus facilement. C'est pas que l'autre il va pas y arriver, mais là où l'autre il va mettre 10 fois, lui il va mettre peut-être que 3 fois. Donc forcément celui-là il va aller plus vite. Il sera pas forcément meilleur, l'autre sera peut-être meilleur, mais en tout cas ça ira plus vite. Donc moi c'est ce que je dis aux jeunes aujourd'hui. Vous voulez être cuisinier, personne ne vous oblige à commencer à 14 ans. Vous pouvez commencer à 17 ans, même à 20 ans, peu importe. Ce que vous allez faire, ça doit vous servir. Par contre, glandez pas. Si c'est pour rester à l'école jusqu'à 18 ans pour glander, c'est du temps de perdu. Mais moi, je leur dis, apprenez des langues, faites autre chose. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, c'est le conseil que j'aurais aimé avoir, de pas être têtu comme je l'ai été à 14 ans. Alors, je ne le regrette pas. Une fois de plus, j'aurais peut-être pas fait la carrière que j'ai. Mais moi, je suis d'origine espagnole. J'étais borné, tout le monde parlait espagnol chez moi, ma mère qui n'était pas espagnole parlait 4 langues. Quand mon père me parlait en espagnol, je répondais en français. Quand ma grand-mère qui parlait pas un mot de français me parlait espagnol, je répondais en français, j'étais borné. Il a fallu que j'aille prendre des cours le soir à l'Institut Cervantes, que j'ai payé très cher, en plus je leur dis s'ils m'écoutent, pour apprendre à parler espagnol. C'est quand même du temps de perdu, c'est de l'argent dépensé pour rien, parce que j'aurais pu tout seul apprendre l'espagnol familialement. Donc voilà, c'est un peu le conseil que j'aurais souhaité recevoir, c'est persévère quand tu as les capacités, d'aller au bout de tes capacités. Merci infiniment, Guillaume Comes. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Recette. En attendant, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur cette plateforme d'écoute. Cela permet de soutenir le podcast. Merci.